Nous avons une tradition ici, en République de Komi. Nous dressons une table pour la famille, avec de la nourriture, de la boisson, et une autre pour le mort, la même. Nous nous souvenons de lui, nous le pleurons aussi. Aujourd'hui, nous pleurons notre défunt. Je voudrais tant qu'il soit vivant, avec nous, mon mari. Il était un tel homme que je ne trouve pas les mots pour vous le raconter. Son nom était Brouzé. Son prénom était Jean. Jean Brouzé. Son père s'appelait aussi Jean. C'est pour cela qu'ici, on l'appelait Jean Janowicz. Quand il est arrivé là-bas, en Pologne, non, en Lituanie, eh bien les nôtres, les soviétiques l'ont arrêté. Ils l'ont jugé, condamné, et ils ont changé son nom en Bruxellis, Jan Janowicz. Et on l'écrivait Jan Janowicz. Et nos filles portaient aussi son nom, de Bruxellis. D'après ce que nous racontait papa de son pays, je me représente la France comme un pays lumineux, coloré, avec des ruelles et des petites rues. Ce que je voudrais, c'est voir la maison de papa là-bas. J'en ai vraiment envie. Il est né à Strasbourg, mais il a passé son enfance et son adolescence à Marseille. Il vivait dans une petite maison, je crois, pas loin d'une rivière. Dans mon cœur, je suis certaine qu'il est avec nous à cet instant. Il a toujours espéré rentrer en France. Mais à l'époque, c'était tellement dur ici qu'il avait même peur d'écrire là-bas, pour que les enfants vivent en paix, parce qu'il avait peur qu'on touche aux enfants.
Maintenant, il doit être heureux qu'enfin ses compatriotes soient venus le voir dans sa tombe. Moi, je suis bouleversée. La vie m'est si dure maintenant qu'il est parti. Nous nous sommes tant aimés, et pas seulement moi, les enfants et les petits-enfants aussi. J'ai tant de peine pour lui. On ne doit pas oublier ses enfants, les abandonner. Comment peut-on faire cela? Notre père, lui, a été abandonné. Est-il possible que personne n'ait eu besoin de lui? N'avait-il pas de père, de mère? Si quelqu'un nous regarde en France, faites-nous signe. Au nom du ciel, manifestez-vous. Il faut que cet homme retrouve ses racines. Maintenant qu'il est mort, nous devons au moins lui déposer une poignée de terre de France. Je souffre tant qu'il soit mort, abandonné par les siens. Il avait bien une famille, des amis. S'il existe encore ici-bas, qu'il se manifeste, qu'il nous aide. Помоги, Господи. Le destin et la fin tragique de Jean Brouzé expriment l'abandon dans lequel la France a laissé tous ses ressortissants déportés au goulag soviétique. Jean Brouzé a passé 12 ans dans les camps de l'Arctique, de 1945 à 1956, parce que les hasards de la guerre contre l'Allemagne l'avaient conduit à la frontière soviétique. Relâché en 1956, il fut condamné par le KGB à la relégation à vie, ici, en Russie du Nord. Il n'eut alors d'autre choix que de refaire sa vie, avec Raïssa, qu'il avait rencontrée en camp. Jean Brouzé est mort en 1991 sans avoir revu la France, qui ne l'a jamais aidé, sans même avoir revu de Français. Bernard Germe est aussi un ancien des camps de l'Arctique. Il y fut déporté entre 1948 et 1955, à la même époque que Jean Brouzé. On était pas mal de Français, enfin, dans mon camp on était 6 ou 7. Ce que je voudrais, c'est des photos qui datent de... Puisqu'il doit être entré en... à peu près comme moi, 55. Alors, des photos de 56, dans ces années-là. Là, je pourrais le reconnaître, si je l'ai connu à Vorkuta. Entrez, s'il vous plaît. Mon Dieu, entrez. Проходите. Раздевайтесь, давайте, раздевайтесь. Débarrassez-vous. Débarrassez-vous. Раздевайтесь, проходите.
Je vous ai apporté des médicaments, de l'aspirine, je crois que vous n'en avez pas. De l'aspirine? Oh mon Dieu, merci beaucoup. Merci, merci, c'est trop. J'ai du chocolat français et de l'aspirine, de la bonne. On a tellement de mal à en trouver. Oui, chez nous, il y en a. Grâce à vous, nous ne serons plus malades. Asseyez-vous ici. Tania, où sont mes lunettes? Bon, tant pis, ça ne fait rien. Voilà, voilà notre Jean Brouzé. Le voilà notre papa, encore jeune, avec maman. Et là, c'est vous? Oui, papa, maman, Tania et moi. Vous étiez petite. Quel métier faisait-il? En tout cas, je sais qu'il parlait bien allemand. Oui, tout à fait. Il parlait parfaitement allemand. Il y avait plus d'Allemands que de Français là-bas. Il était pilote, non? Oui, pilote. Il était pilote. Je ne peux pas le certifier, mais je ne me rappelle plus du camp où je l'ai trouvé, où on s'est vu. Je ne peux pas dire si c'est dans le camp disciplinaire ou si c'est dans un autre camp. Je ne peux pas le dire, mais lui, je l'ai connu. Je l'ai connu, mais ça, j'en suis certain. Est-ce que c'était à Vorkuta? Est-ce que c'était à Potsdam? C'est à Vorkuta. Je crois que c'est à Vorkuta. Je pensais à Potsdam, mais ça doit être Vorkuta. Ça doit être à Vorkuta que je l'ai connu au 62. Au camp numéro 62. Mais ça, je lui ai causé. Je reconnaîtrais même l'endroit. Jean Brouzé est né en 1920 à Strasbourg. En 1941, il rejoint Londres et la France libre. Il s'engage dans l'aviation et participe au bombardement de l'Allemagne. En 1944, son avion est abattu au-dessus de la Prusse orientale. Au sol, Jean est récupéré par un groupe de partisans des communistes polonais et des Russes. À leur côté, il va combattre toute une année, en Pologne et jusqu'en Russie. Mais au début 1945, Jean est soudainement arrêté. On lui reproche d'être français, d'être un espion. Il est condamné aux travaux forcés dans les mines de Vorkuta. Libéré en 1956, Jean reçoit aussitôt une peine de relégation à vie en Russie du Nord. Le moindre contact avec la France lui est interdit, sous peine de nouvelles déportations. Il décide alors de fonder une nouvelle famille. Dans les années 60, il écrit régulièrement à l'ambassade de France, sans jamais obtenir de réponse. Au début de 1991, lorsqu'elle voit que son père va mourir, Tania, sa fille, part à Moscou. Elle est sûre que maintenant l'ambassade va aider son père. De loin, l'ambassade nous est apparue comme un beau château en briques rouges, avec du gazon. L'image était belle, comme sortie d'un rêve. Nous y allions le cœur battant, l'âme ouverte. Nous voulions simplement déposer notre lettre. Nous ne voulions déranger personne. Mais nous avons d'abord été stoppés par une haute barrière.
Ensuite, c'est un milicien armoire à glace qui nous a chassés sans un mot. Moi, je suis restée plantée devant lui. Il s'agissait de mon père. Et mon père était sacré à mes yeux. J'ai alors demandé aux miliciens où nous pouvions déposer notre lettre. Il nous a vaguement indiqué une boîte aux lettres de l'autre côté du bâtiment. Je l'ai remercié. Nous avons fait le tour de l'ambassade en l'admirant. Mais devant la boîte aux lettres, il y avait 3 autres miliciens armoire à glace en sentinelle, avec des armes. Ils nous ont à nouveau questionnés. Et nous n'avons pas pu déposer notre lettre dans la boîte. Cette boîte aux lettres n'est pas pour vous. Notez l'adresse et envoyez-la par la poste. Madame, j'ai bien reçu votre lettre qui a retenu toute mon attention. Les renseignements dont vous disposez ne permettent pas à cette ambassade d'entamer des recherches. Je vous suggère, en vue de retrouver d'éventuels parents en France, de vous adresser à la Croix-Rouge française. Madame, nous avons bien reçu votre lettre concernant la recherche de la famille de Brouzé-Jean. Nous vous informons qu'il n'est pas possible d'effectuer des recherches de descendants. Pour qu'une recherche puisse être entreprise, il est nécessaire de connaître le nom complet de la personne recherchée, sa date postérieure à 1900 et lieu de naissance ou âge. Allez, buvons à notre père. Oui, à papa. Il est sûrement ici, parmi nous. Il nous regarde, j'en suis sûre. Alors, buvons. J'ai le sentiment effectivement qu'un citoyen français perdu au fin fond de l'URSS, soit dans une situation, disons, semi-carcérale, par exemple les lecteurs ou les lectrices françaises dispersées dans le fin fond de l'URSS, soit dans une situation carcérale parce qu'ils étaient au goulag, ne pouvaient pas compter sur leur gouvernement au même titre qu'un citoyen américain ou un citoyen anglais se trouvant dans le même cas. Et là, je trouve ça d'une tristesse extraordinaire, et nullement propre d'ailleurs à nous valoir l'estime soviétique, mais au contraire le mépris. Car pour les soviétiques, le fait que nous abandonnions nos ressortissants en URSS prouvait que les Français, pour reprendre la même expression, étaient amis de l'URSS et étaient réalistes. C'est-à-dire qu'ils étaient conscients du rapport de force. Et ce rapport de force était mesuré précisément par l'abandon où nous laissions nos ressortissants. L'abandon des Français au goulag apparaît comme une constante de la politique et de la diplomatie française de l'après-guerre. Au lendemain de la victoire en 1947, Staline lance un appel à tous les émigrés qui avaient quitté l'URSS après la Révolution. Un appel au retour afin de reconstruire la mère patrie. En France, les Arméniens tentés par le grand retour se réunissent à Marseille. Lazare Ingéyan se souvient de son enthousiasme à quitter la France où il est né, pour découvrir la terre de ses ancêtres. Il y a les difficultés d'après-guerre, les difficultés matérielles, et puis il y a aussi cette effervescence parce qu'il y a un certain nationalisme qui est imprégné, il y a le souvenir du génocide. Les vieux se disaient
Si par bonheur il y a un départ vers l'Arménie, pourquoi ne pas retrouver le sol de nos ancêtres? Le souvenir du génocide est ancré fortement dans les esprits. La propagande était telle à l'époque, bon, on parlait du paradis de l'ouvrier, du paradis soviétique, et donc c'est un point en plus qui mettait dans la balance pour le départ vers l'Arménie. Cet enthousiasme s'explique. La victoire sur Hitler a bouleversé l'image internationale de Staline. Oubliez les purges et les exécutions massives des années 30-40. Oubliez les témoignages des rescapés du Goulag. Effacez le pacte avec Hitler, le partage de la Pologne avec l'Allemagne nazie. Aux yeux du monde, il ne reste que le petit père des peuples. Le général de Gaulle éprouve une grande sympathie pour ce qu'il appelle encore la Russie. Il veut promouvoir une grande politique d'amitié franco-soviétique. Et c'est avec sympathie qu'il voit le retour des Français d'origine arménienne, russe ou géorgienne vers la terre de leurs ancêtres. Vive la Russie soviétique! Ainsi, personne ne met en garde les 9000 Arméniens qui se retrouvent sur le port de Marseille en septembre 1947. Lazare embarque sur le premier bateau. C'est du Cap Janet, que vous voyez ici, que le bateau Rossia a emmené 3500 personnes en Arménie. Les installations n'ont pas changé, le bateau se trouvait ici, et les gens venus nous accompagner, nous regardaient de ces bastingages, de ces terrasses. C'était une joie immense, et c'est dans cette effervescence et dans cet état d'esprit que le bateau appareillait vers les 17 heures. En cette même année 47, d'autres Français répondent à l'appel de Staline. D'origine russe, ils sont plusieurs milliers à se rassembler pour le grand retour, avec leurs épouses françaises et leurs enfants nés en France. L'organisation est assurée par des émissaires de Staline, aidés par le Parti communiste. Vladimir Orlov avait 13 ans. Il est né à Suresnes, sa mère était provençale, son père d'origine russe a combattu les Allemands durant toute la guerre dans l'armée française en 1940, puis dans la Résistance. Mais les Orlov avaient fait un serment familial, retourner en Russie. Le jour donné, il y a eu tout un train qui est approché à Saarbrücken. Tout le monde est monté en wagon, des bons wagons. Et nous sommes partis vers la zone d'occupation soviétique. Mais avant ça, quand nous passions l'Allemagne, la zone d'occupation américaine, anglaise, française, et le long de la voie ferrée, en beaucoup de villes, où nous nous arrêtions pour ravitailler le convoi, on a entendu beaucoup de choses. Les gens nous disaient, ils nous criaient, où vous allez à votre mort. 2 jours après, nous arrivons à la frontière, déjà soviétique. Vers Grodno, la ville de Grodno, on arrête le train. Il y avait un champ et un petit bois de bouleau, au fond. Tout à coup, de ce petit bois est sorti tout un régiment de soldats, des soldats de la NKVD, de la police. Chaque wagon était entouré par des soldats avec les armes au poing, les mitraillettes et tout ça, les chiens et les officiers qui commandaient. Alors tout le monde sautait des wagons, tous, grands, petits, enfants et tout ça, et eux ils sont rentrés dans les wagons. Les officiers sont rentrés avec les soldats pour fouiller. Ils jetaient tout par terre, ils jetaient tout en l'air. Et quand les wagons ont été vides, presque vides, on nous a recommandé on a donné la commande de re-rentrer dans les wagons. Et je me souviens un fait ici que jamais je n'oublierai, et je me souviens très souvent de ce fait. À côté, dans le wagon d'à côté du nôtre, il y avait
un très vieux compositeur qui avait 2 caisses de partitions, des corbeilles. Et je me souviens comment ces partitions étaient jetées par terre, comme ça volait dans l'air, comme ça, personne ne faisait attention déjà. Et lui, il s'était mis à genoux sur terre, quoi. Il pleurait, bien sûr. Mais là, on ne pouvait rien faire déjà parce que tout le monde a commencé à avoir peur. Quand on a été remis dans ces wagons à moitié vides, le train s'est remis en marche. On rentre à Grodno, mais on rentre directement dans un ancien camp qui était un camp de concentration, quoi. On nous a tous mis là-bas dedans. Ainsi, le grand retour des Français d'origine russe se termina souvent au goulag. Vladimir vit son père en mourir. Par la suite, ballotté de camp en colonie de travail, Vladimir est finalement remarqué pour ses qualités de chant. Il est à 2 doigts de chanter au Bolchoï quand l'armée rouge l'appelle. Nous sommes en 1954. Tout à coup, vers le mois de mai, on rassemble tout le régiment et on dit que vous partez en mission dans le sud de l'Oural pour des manœuvres. Quelle manœuvre, quoi? Bon, c'est l'armée, on vous donne l'ordre et vous partez. Et dans le camion, là où on était, j'ai demandé à un officier, un gradé. Alors qu'est-ce que c'est? Ils disent, bon, on va essayer. Il dit, on va essayer une bombe et ce sera du mazout. Ça sera 400 tonnes de mazout. Ne vous étonnez pas, on va essayer ça, on va voir ce que c'est. C'était une attaque atomique. Une attaque atomique sur l'ennemi, quoi. L'ennemi. Vous voulez dire que c'était une bombe atomique? Eh oui, c'était une bombe atomique. Faut voir ce qu'était la réaction de la bombe atomique sur l'ennemi. Et l'ennemi, c'était vous? L'ennemi, c'était, voilà, à ce moment-là. Mais nous l'avons su beaucoup plus tard, beaucoup plus tard. Irradié, Vladimir développa un grave cancer de la gorge qui brisa sa carrière. Aujourd'hui, après 47 années d'abandon, les autorités françaises lui ont rendu un passeport trop tard. Le seul voyage du retour représente 3 années de sa retraite. En mai 1956, nous avons appris par Radio Monte Carlo que le président Christian Pinault allait venir à Yerevan. Et nous avons préparé la veille, la nuit, les drapeaux. On s'est mobilisés pour accueillir le président Pinault et la délégation. Et le lendemain, nous avons bloqué le cortège. Nous avons scandé « Aidez-nous à sortir d'ici ». Madame Bélikian a lancé son enfant dans les bras de Madame Pinault en disant « Sauvez mon enfant, sauvez mon enfant ». Nous avons brandi les drapeaux bleu, blanc, rouge, nous avons entonné la Marseillaise et cette manifestation a eu lieu devant les cordons de KGBistes. Nous étions environ 800-900 personnes. Je me suis trouvé noyé dans la foule des manifestants, me parlant à tort et à travers de leur situation, des malheurs qu'ils avaient eus. Enfin, tout ce qu'on peut raconter quand on veut revenir en France et qu'on veut quitter l'Union soviétique. Et ils ont eu des termes d'ailleurs qui m'ont surpris parce qu'ils étaient très violents contre les soviets, en disant nous sommes ici très malheureux, nous sommes comme des esclaves,
Nous, on ne reconnaît pas nos droits, on ne reconnaît pas notre culture, on ne reconnaît rien, etc. Ramenez-nous en France. Alors je lui réponds tout de suite, je ne peux pas vous ramener en France, c'est pas possible, vous vous rendez bien compte. Je ne peux pas le faire sans l'accord du gouvernement soviétique et je ne l'aurai pas. Enfin, je ferai tout mon possible pour essayer de rapatrier un certain nombre de familles. Monsieur le ministre, aux yeux de la loi française, ces Arméniens étaient encore français. Aux yeux de la loi française, oui, c'est ce que j'ai fait valoir ensuite quand je suis intervenu auprès du gouvernement soviétique pour essayer d'en faire libérer le maximum. Mais vous savez combien de familles j'ai fait libérer dans les 8 jours? 60 familles, c'est rien. Je voudrais savoir si, avant votre départ, le Quai d'Orsay vous avait préparé un dossier. Pas du tout. Rien. Et après Pinault, il y a eu une vague de répression. J'ai été photographié avec d'autres lors de mes manifestations. Et en 1957, on m'a arrêté et pour propagande anti-soviétique, calomnie envers le système. Et le procureur, lors du procès, m'a infligé 4 ans d'interdiction de séjour. En fait d'interdiction de séjour, Lazare est déporté au camp de travail de Potma. À sa grande surprise, il y rencontre d'autres Français, mais aussi des Italiens, des Belges, des Allemands, des Espagnols, des Scandinaves. Il découvre l'international du Goulag. Avec sa devise, si une nation prétend ne pas avoir été au Goulag, c'est qu'elle n'existe pas. Monsieur le ministre, vous avez été déporté. Donc, vous savez ce que sont les camps. Et quand on sait aujourd'hui ce qui s'est passé dans les camps soviétiques, quand on sait le nombre de millions d'hommes qui y sont passés, ne croyez-vous pas que ce dossier aurait dû être inscrit en priorité dans nos relations avec l'Union soviétique? Je le crois. Je le crois. Mais il y a eu tellement de priorités à cette époque. 2 ans après le voyage de Christian Pinault, Madame Bellikian adresse une supplique désespérée au général de Gaulle. Monsieur Pinault nous avait donné sa parole de s'occuper de notre rapatriement. Hélas, 2 années ont passé, et nous sommes dans l'ignorance la plus complète. Aussi, j'ose vous demander, mon général, de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour faire rentrer toute cette jeunesse. Il y aura bientôt 11 ans que nous avons quitté notre chère patrie. En 1958, le ministre des Affaires étrangères en charge de ce dossier s'appelle Maurice Couve de Murville. Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu à m'occuper personnellement de cette affaire, et probablement était-elle déjà non pas réglée, mais disons dépassée par le fait qu'il ne s'était rien produit s'agissant du sort de ces Arméniens français. Monsieur le ministre, quelle était l'importance accordée à ce dossier des Français du Goulag? C'est difficile de répondre sur une question de cette nature. C'était important sentimentalement et en quelque sorte historiquement. Mais ça ne jouait pas un rôle direct dans les relations franco-soviétiques de l'époque, telles qu'elles se développaient depuis les débuts de la guerre froide. Le Quai d'Orsay ou vos services savaient-ils le nombre exact des Français qui étaient détenus? Non, je ne le sais pas, je ne l'ai jamais su. Vous avez une expression soviétique qui était extraordinairement spécifique, qui était réaliste. Réaliste. Alors qu'est-ce que ça voulait dire réaliste? Ça voulait dire qu'un homme d'État occidental était réaliste quand il reconnaissait la supériorité du système soviétique et quand il cédait au système soviétique.
Et quand il ne cédait pas au système soviétique, alors il n'était pas réaliste. C'est-à-dire qu'il n'avait pas compris que la réalité inscrite dans l'histoire amenait le triomphe du système socialiste. Alors pendant très longtemps, on peut dire que la politique française a été réaliste. Мы говорим о том, что социалистический реализм является основным методом нашего творчества. Наша литература, советская литература, это литература тенденциозная, литература аполитичной. И я думаю, товарищи, что каждый из советских литераторов может сказать любому тупоумному буржуа, любому буржуазному писателю, который будет говорить о вреде тенденциозности литературы. Да, наша советская литература тенденциозна, и мы этим гордимся, ибо наша тенденция заключается в том, чтобы освободить человечество и освободить трудящихся от иго капиталистического рабства. И наша тенденция в этом заключается. L'abandon dans lequel gouvernants et diplomates ont laissé les Français du Goulag s'inscrit dans le contexte de l'après-guerre. À l'image de Louis Aragon recevant le prix Lénine au Kremlin, la majorité des intellectuels français éprouvent une sympathie aveugle pour la patrie du socialisme. Elle ne peut pas produire de camps de concentration. Il faut attendre 1949 pour qu'un écrivain brise la chape de silence. David Rousset est rescapé des camps nazis. C'est justement à ses camarades anciens déportés qu'il s'adresse. Depuis 5 ans, des témoignages accablants sont produits en nombre toujours plus considérable sur des camps de déportation soviétiques. Il a fallu que des étrangers soient déportés par milliers, puis que des nécessités militaires les rendent à la liberté pour que lentement se dresse un extraordinaire paysage concentrationnaire. Et déjà, c'est la grande variété de ces témoignages qui devrait frapper l'attention. Documents si pareils aux nôtres de Polonais, longs récits de communistes d'Allemagne ou d'Europe centrale, de juifs, simplement juifs. Vous vous souvenez sans doute de ce sourd malaise qu'éveillaient à Buchenwald les bâtisses de pierre. Elles étaient construites pour durer. Elles donnaient à la ville concentrationnaire son éternité. Elles l'établissaient dans le temps, c'est le même sentiment qui vous prend à l'examen du dossier russe. En fait, David Rousset est le premier à lancer l'alerte sur le sort des Français déportés au Goulag. Ah oui, c'était la période où la répression s'étendait, une répression massive et aveugle, n'est-ce pas? Elle s'étendait sur tout ce qui était potentiellement un adversaire. Et au premier chef, tout étranger était, tout occidental, n'est-ce pas, particulièrement, était un adversaire, quelles que soient ses véritables convictions politiques, ses véritables convictions idéologiques, qui, du point de vue des autorités soviétiques, ne jouent aucun rôle, n'est-ce pas? C'était des étrangers, donc des espions, donc des adversaires, et il fallait les traiter comme tels. En lançant cet appel, David Rousset ne se contente pas d'alerter les anciens déportés. Il leur demande aussi d'agir. Je leur propose de prendre eux-mêmes en main l'enquête à mener. Parce que ce sont les spécialistes qualifiés pour mener cette enquête. Voilà l'essentiel, n'est-ce pas? Donc, qu'on se réunisse, que l'on constitue une commission et que cette commission demande officiellement au gouvernement soviétique l'autorisation de visiter les camps d'internement. Ce sont des communistes français qui répondent au nom de Moscou par une de leurs grandes voix, Pierre Dex. Ils accusent David Rousset d'être un menteur et un faussaire.
J'ai réagi d'une façon simple. J'ai fait un article en réponse aux lettres françaises en me servant, puisque David Rousset avait invoqué ses qualités d'ancien déporté des camps nazis. Moi, j'étais aussi un ancien déporté de Mauthausen. J'ai donc invoqué mon matricule de Mauthausen pour lui répondre qu'il n'y avait pas de camp de concentration en Union soviétique. C'est-à-dire qu'il y avait des camps, mais des camps de rééducation. Ce qui m'a poussé à écrire cet article, c'était, je crois, deux raisons. Je ne les donne pas aujourd'hui comme circonstance atténuante, mais comme raison que j'avais à l'époque. L'une, c'est que j'y voyais une manœuvre de guerre contre l'Union soviétique. Nous étions en guerre froide, mais il y avait diverses raisons de craindre que la guerre ne passe à la guerre chaude. Et à mon avis, s'il y avait cette dénonciation de l'Union soviétique, c'était donc une manœuvre de guerre. La seconde, c'est que j'étais vraiment convaincu qu'il ne pouvait pas y avoir, comme je l'ai écrit dans ce que j'appelais le pays du socialisme, de camps de concentration comme les camps nazis. Dans une société comme la société soviétique, où le travail est devenu une force de libération des hommes, la justice y prend des sanctions contre ceux qui, par négligence ou paresse, entravent l'effort général de la nation vers le bien-être. La peine est purgée sur le lieu même du travail, sans privation de liberté. Mais pourtant, un certain nombre de témoignages très précis avaient été apportés sur l'existence du goulag. Mais à l'époque, je n'aurais pas été communiste si je les avais crus. Vous m'envoyez dans une période pas seulement moi, mais enfin moi, j'étais un fanatique. Nous étions des fanatiques. Nous étions des gens qui ne voulions pas... sinon, nous n'aurions pas... À l'époque, il était impensable... Vous ne pouviez pas être communiste si vous posiez ce genre de questions. C'était le système... Nous étions entrés dans un système tel qu'en sortir impliquait précisément d'arriver à la vérité sur ce genre de problème. La réaction de David Rousset est immédiate. Il ne supporte pas d'être traité de suppôt d'Hitler. L'ancien déporté attaque Pierre Dex et la presse communiste en diffamation. Le procès s'ouvre en novembre 1950 à Paris. Le Parti communiste orchestre une campagne de haine contre David Rousset et contre ses témoins. Nous avions alors un cas exceptionnel, extraordinaire, qui était le cas de Hubert Neumann, la femme allemande, membre du Parti communiste, d'un haut fonctionnaire du KPD, du Parti communiste allemand, et qui avait été arrêtée avec son mari en Union soviétique par les agents de Staline, et ensuite, c'est ça qui est le plus fantastique, remise par les soviétiques aux hitlériens allemands et déportée en Allemagne. Si bien qu'avec elle, n'est-ce pas, nous avions cet exemple absolument extraordinaire et relativement très rare de personnes qui ont vécu eux-mêmes directement les deux systèmes classiques de la déportation. Eh bien, n'est-ce pas, elle a montré ce que peu pouvaient montrer comme elle-même, n'est-ce pas, la communauté de parenté qu'il y avait entre les deux systèmes concentrationnaires, le système nazi et le système stalinien. Et je crois que ça a été effectivement le témoignage choc. Les avocats, la chose qu'ils voulaient faire, c'était disqualifier les témoins. Disqualifier les témoins en disant que soit certains étaient des fascistes, soit que c'était des anti-soviétiques. Vous voulez les disqualifier moralement. Ah, tout est moral là-dedans, hautement moral, essentiellement moral, n'est-ce pas? Parce que finalement, n'est-ce pas, rien n'est plus... l'existence d'un système concentrationnaire est la démonstration d'une société sociale de barbarie moderne.
Et c'est donc le qualificatif social de cette société, n'est-ce pas? Donc, c'est le pire système qu'on puisse imaginer. Et c'est pourquoi il était si important à la fois de prononcer équitablement le jugement et en même temps de prononcer le jugement. Là-dessus, je ne cherche aucune... j'ai donné la main à une entreprise d'avilissement, qui était l'entreprise soviétique, et qui n'a pas de... et qui ne le cède en rien à ce qu'ont fait les nazis, solution finale mise à part. Parce que, mais bon, quand on parle de la convergence parfaitement réelle entre le goulag et les camps nazis, pour la compréhension simplement du public, il faut mettre l'extermination des Juifs et l'Holocauste à part, parce que c'est quand même un phénomène spécifiquement nazi. Et je ne veux pas dire que le goulag n'était pas non plus une entreprise d'extermination massive, mais disons l'extermination des Juifs, c'est quand même à mettre entre parenthèses et hors discussion. S'il a gagné devant la justice, David Rousset n'a pas modifié la réalité des camps. Aujourd'hui, cet homme courageux regrette encore de n'avoir pu remplir la mission qu'il s'était fixée, obtenir la libération des prisonniers du goulag. Cette libération, Bernard Germe a fini par l'obtenir au bout de 8 ans. Un jour, après toutes ces années de déportation passées dans les camps du goulag polaire, il a pu faire le voyage dans l'autre sens. En 1955, il a retrouvé la France. À son retour, il espérait être soutenu, pris en charge, mais il s'est vite aperçu que personne ne s'était soucié de son sort. L'armée l'avait déclaré déserteur. Sa famille le croyait mort depuis longtemps. Après des semaines de recherche, Bernard finit par échouer sur le quai de cette petite gare. Bon, il est arrivé à la gare, et moi, bon, j'attendais, il y a du monde qui descend du train, je vois personne que je connaissais, je reconnais personne, et bon, peut-être 10 minutes après, je vois une personne âgée avec une femme qui discutait. Maintenant, de quoi ils attendaient aussi quelqu'un, mais qui? Alors je me suis approché, j'ai essayé de comprendre de quoi ils parlaient, qui ils attendaient. La femme disait, ben il n'est pas là, il pourrait venir. Il serait déjà venu. Alors j'étais vers eux. Et j'ai demandé s'il attendait quelqu'un. Il dit oui. J'attends mon fils. D'où il vient? Toi aussi. Eh bien, je dis, c'est moi. On s'était pas reconnu, ni lui ni moi. On s'était pas reconnu. Depuis cette date, du fond de sa Bourgogne natale, Bernard n'a cessé de raconter son histoire.
frappais à une porte, on me disait « Ah ben oui, ben écoutez, ça ne nous concerne pas, faut aller voir monsieur, je sais pas comment, un tel. » J'allais le voir, « Ah ben oui, mais c'est pas de notre sort. » On m'envoyait d'une porte à une autre. Bon, alors là, c'était infernal. Comment vivez-vous aujourd'hui, Bernard? Très mal vu le peu de retraite. Mon peu de retraite que j'ai, bon... Mais vous avez toujours travaillé depuis que vous êtes rentré? Depuis que je suis rentré, j'ai travaillé, mais je n'ai pas cotisé mes 8 années de Sibérie, de Russie, de camp de concentration chez les Russes. Je n'ai pas cotisé. J'ai cotisé en Russie, mais pas ici. Alors, est-ce qu'il faut retourner en Russie pour avoir une retraite favorable? J'en sais rien. Mais apparemment, ça serait peut-être préférable. Personne n'a voulu écouter cet homme digne, qui ne demandait qu'une chose, que l'on prenne en compte ses années de bagne. Bernard a frappé à toutes les portes, même au sommet de l'État, mais en vain. La tragédie de sa vie, comme celle de tous les Français du Goulag, n'est toujours pas reconnue. C'est là que j'habite. Le Goulag était affreux, le retour, puis la vie actuelle, vous savez, l'un dans l'autre, ça se vaut. Enfin, le Goulag était quand même plus terrible parce que, bon, je n'avais qu'une chose, au Goulag, j'étais privé de liberté. Ici, je suis encore libre, je peux encore aller en ville. Bon, c'est le seul avantage, quoi, vis-à-vis du Goulag, quoi, je suis libre.